Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Dysgénisme, qui est un livre écrit par un monsieur qui s'appelle Richard Lynn. Richard Lynn est un psychologue anglais. C'est un spécialiste de la psychologie comparée. Et dans Dysgénisme, il tente une réhabilitation des thèses eugénistes. Donc on va regarder ce livre, d'abord parce qu'il est intéressant en lui-même, et puis ensuite parce que j'en ai besoin en fait pour préparer une prise de position que je ferai dans quelques semaines, une prise de position qu'on m'a demandé sur la question du racisme anti-blanc, mais avant de faire cette prise de position, j'ai besoin de lire un certain nombre de livres et d'expliquer ce qu'il y a dedans. Alors, on va passer directement au contenu de l'ouvrage, et après je vous dirai ce que j'en pense. Je préfère commencer par exposer la thèse, et ensuite, éventuellement, on prendra quelques précautions par rapport à cette thèse. Pour l'instant, je ne fais que résumer la thèse de Richard Lynn. Donc, il commence par tracer une sorte de petite histoire de l'eugénisme. L'eugénisme qu'on peut définir en quelque sorte comme la tentative pour élaborer un corpus de doctrines, de méthodes, de gestion, en fait, du patrimoine génétique de l'humanité. Alors il explique que l'eugénisme existe depuis très longtemps, il est pratiqué depuis très longtemps, mais que sous sa forme contemporaine, il a émergé à peu près au milieu du XIXe siècle. Pourquoi à ce moment-là ? Eh bien en fait parce que c'est à ce moment-là que deux phénomènes se sont télescopés pour amener une prise de conscience de la question du dysgénisme, c'est-à-dire de la détérioration progressive du patrimoine génétique de l'humanité. Et ces deux phénomènes sont le darwinisme, l'émergence du darwinisme vers 1859 et dans les années qui ont suivi, et la révolution industrielle. Alors le premier qui a identifié le concept de détérioration génétique, c'était 2 ans avant la publication par Darwin de l'origine des espèces. Mais la révolution industrielle était déjà là, les progrès qu'elle entraînait étaient déjà là, et un médecin français, M. Bénédicte Morel, a remarqué la baisse de la mortalité infantile. Et il a eu tout de suite une idée extrêmement dérangeante, mais probablement juste. Il a dit, c'est formidable, les personnes fragiles ne meurent plus en bas âge. Oui mais non, c'est pas formidable du tout, parce que ça veut dire qu'elles vont se reproduire. Donc ça veut dire qu'il existait avant un processus naturel par lequel l'humanité éliminait en quelque sorte les héritages génétiques défavorables en empêchant leurs porteurs d'arriver à l'âge de la reproduction, c'est la mortalité infantile. Et ce processus est en train de disparaître, avec les progrès de la médecine, avec la révolution industrielle, avec tout ce qui est en train de se produire au XIXe siècle, la mortalité infantile tombe. Donc effectivement, les héritages génétiques non désirables vont maintenant être transmis. Et il y aura donc détérioration génétique progressive du patrimoine génétique de l'humanité. C'est ce que dit Bénédicte Morel en 1857. En 1869, en Angleterre, un monsieur qui s'appelle Galton va publier un livre qui s'intitule « Le génie héréditaire ». Il explique que dans les sociétés qui sont proches de l'état de nature, les plus aptes sont ceux qui ont le plus d'enfants. Alors que dans les sociétés industrielles, d'une manière générale, on observe que les moins aptes ont souvent plus d'enfants. Et de là, M. Galton arrive à la conclusion qu'il faut mettre en place un eugénisme permettant de corriger méthodiquement
le biais évolutionnaire que le progrès, en réalité, est en train d'introduire dans l'histoire de l'espèce humaine. Darwin lui-même se penche sur le problème en 1871 et il le formule de la façon suivante. Il dit en gros: le progrès éthique a un coût en termes génétiques du fait de la protection accordée aux plus faibles. À partir de là, il ouvre la porte à une autre personne qui s'appelle Herbert Spencer, qui va développer dans les années 1870 ce qu'on a appelé le darwinisme social. En fait, ce que M. Spencer comprend, c'est que le mode d'organisation des sociétés peut être vu comme une stratégie évolutionnaire. Et que dans les modes d'organisation archaïques, traditionnels, la hiérarchisation a été en général optimisée pour favoriser la reproduction des plus aptes. À partir de là, à partir de Spencer, on peut dire que la question de l'eugénisme commence à être vraiment formulée dans des termes modernes. Au début du XXe siècle, un mathématicien, M. Karl Pearson, est le premier à étudier la détérioration génétique sous l'angle statistique. Et il montre en particulier qu'en dépit du mécanisme de régression à la moyenne, la dérive génétique va détériorer une population parce qu'elle va détériorer la moyenne elle-même. Alors je vous passe les détails de la démonstration mathématique, c'est pas très intéressant. Disons que il va découvrir au fil de ses travaux qu'il y a un coefficient de corrélation sur de nombreuses caractéristiques, sur de nombreux paramètres au sein des fratries qui avoisinent 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez, pour faire court, alors que si vous prenez deux individus qui n'ont pas de relation de famille proche, vous n'avez pas particulièrement de raison de penser qu'ils vont avoir la même intelligence ou la même taille. Quand vous prenez deux frères ou deux sœurs, au lieu d'avoir une chance sur deux, si par exemple le paramètre est binaire, pour que les deux individus aient la même valeur sur ce paramètre, eh bien on va avoir 3 chances sur 4. Si je schématise à l'extrême, voilà ce que ça veut dire, et ça se vérifie statistiquement. Et à partir de là, il va réussir en quelque sorte à montrer mathématiquement que probablement, effectivement, les théoriciens de l'eugénisme ont en tout cas raison sur le plan mathématique, sur le plan statistique. Effectivement, la moyenne de l'intelligence humaine en particulier va baisser si systématiquement les plus intelligents font moins d'enfants. C'est à ce moment-là que le mouvement eugéniste commence à se structurer. Il y a des sociétés ou des comités eugénistes qui sont fondés. Les 3 pays qui sont entre guillemets en avance dans ce mouvement, c'est l'Allemagne, les États-Unis et l'Angleterre. Mais à partir de là, c'est un mouvement qui va gagner toute l'Europe, l'Amérique latine et une partie de l'Asie. Vers 1930, il y a des sociétés eugénistes ou des comités eugénistes pratiquement partout dans le monde, dans tous les pays qui comptent. En 1942, un Britannique, un monsieur qui s'appelle Julian Huxley, c'est le frère de Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, publie Evolution, the Modern Synthesis. Évolution, la synthèse moderne. C'est le premier qui fait vraiment la synthèse entre la génétique de Mendel et la théorie de l'évolution de Darwin.
Et effectivement, cette synthèse est bienvenue parce que c'est la génétique de Mendel qui explique pourquoi le mathématicien Karl Pearson a trouvé un coefficient de corrélation au sein des fratries avoisinant 0,5 pour beaucoup de paramètres. La génétique de Mendel permet d'expliquer sur le plan biologique pourquoi ça fonctionne comme ça, effectivement. Huxley reformule scientifiquement sur les bases donc de la génétique de Mendel et de la théorie de l'évolution de Darwin, l'intuition de Bénédicte Morel presque un siècle plus tôt. C'est lui qui comprend comment la nature est déréglée par la suppression de la mortalité infantile, puisque même s'il n'a pas toutes les cartes que nous avons aujourd'hui pour bien comprendre tous les détails, il a l'intuition qu'à chaque génération, il y a un certain nombre de mutations qui se produisent dans le code génétique, qu'en fait, ces mutations sont pour l'essentiel défavorables, que la façon dont la nature les trie pour faire en sorte que seules les mutations favorables soient transmises dans le pool génétique, c'est tout simplement qu'elle fait mourir jeunes ceux qui portent des mutations défavorables en général. Effectivement, aujourd'hui, on estime que à chaque génération, si vous voulez, il y a à peu près un gène sur 100 000 qui fait l'objet d'une mutation généralement défavorable. Il paraît que nous sommes presque tous des mutants. C'est-à-dire que la grande majorité des êtres humains sont porteurs d'au moins une mutation qui leur est spécifique. Bon, généralement, c'est tout à fait infime, ça passe inaperçu. Mais il y a une petite mutation. Si elle est défavorable, eh bien, ça diminue notre espérance de vie. En tout cas, dans un environnement naturel, c'est ce qui se passerait. À partir de là, sachant que la question du dysgénisme est pratiquement réglée en théorie, le débat va porter sur la question de l'eugénisme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on va essayer de résoudre le problème? Et en 1963, il y a une conférence qui se tient à Londres, et on peut dire en gros que lors de cette conférence, les trois grandes pistes envisageables pour l'eugénisme sont bien tracées par trois personnes dont je dois dire les noms et les prénoms personnellement me font sourire, tant je trouve qu'ils sont emblématiques des enjeux idéologico-culturels derrière la question de l'eugénisme. Je m'explique. Il y a un monsieur qui est américain, mais qui s'appelle Hermann Müller, qui propose un eugénisme par l'établissement d'une banque de sperme d'élite. Alors il ne va pas jusqu'à prôner les Lebensborn. Disons que Hermann s'arrête en chemin, mais enfin on voit bien ce qu'il a en tête. Les autres participants lui font savoir en gros que c'est d'une efficacité assez douteuse, parce que le problème c'est qu'en général les femmes veulent un enfant de leur mari. Donc tout ça, ça ne marchera pas très bien. Alors il y a un monsieur Joshua Lederberg qui arrive et qui a une solution. Sa solution, c'est l'ingénierie génétique. Alors c'est intéressant, mais enfin à l'époque c'est un peu lointain, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Le décodage du génome humain n'est pas terminé, la sélection des embryons n'est pas quelque chose d'envisageable. Tout ça, c'est très lointain, c'est très fumeux. Joshua Lederberg, il a des idées, ce petit gars, mais bon, c'est pas très très actuel. Alors il y a un monsieur Francis Crick, un bon Britannique, je suppose, qui en bon Britannique fait preuve de la qualité principale des Britanniques, le sens pratique, le bon sens. Il dit non, mais il y a une solution beaucoup plus simple que ça. Il faut faire une taxe sur les enfants. Parce que ça dissuadera les pauvres d'en avoir, et en général, les pauvres
n'ont pas le patrimoine génétique le plus enviable. Ah, Monsieur Francis Crick a des idées. D'ailleurs, une question qu'on peut se poser, soit dit entre nous, c'est est-ce que M. Hermann Müller n'est pas arrivé après la bataille, c'est-à-dire après qu'un certain Adolf Hitler ait tenté de mettre en pratique ses idées et qu'on lui ait dit non, 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 t'arrêtes, voilà. Bon. Est-ce que M. Joshua Lederberg n'est pas arrivé avant la bataille? C'est-à-dire que c'était trop tôt, Joshua. Il fallait laisser le temps au progrès, entre guillemets, technologique d'aller en avant, quoi. Et est-ce que M. Francis Crick, lui, n'est pas arrivé pile au bon moment, quelques années avant le début de la révolution néoconservatrice, avant le début de la révolution néolibérale, avec son concept pour dire mais il faudrait quand même essayer de faire en sorte que les pauvres aient moins d'enfants, quoi. C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, la conférence de 1963 à Londres, ça devait être quelque chose d'intéressant. Malheureusement, les débats se sont arrêtés là parce que environ 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu de plus en plus difficile de parler de ces idées-là parce que après un moment de sidération, de stupeur, les gens ont réalisé où ça avait conduit. Et il faut bien dire que c'était pas très encourageant ce qui s'était passé sous le Troisième Reich, n'est-ce pas, sur de nombreux plans, et entre autres sur ce plan-là. Donc il y a eu un véritable terrorisme intellectuel, il faut appeler les choses par leur nom, qui s'est exercé contre les eugénistes. Alors on pourra éventuellement sympathiser ou pas avec les terroristes intellectuels en question, en disant après tout, l'eugénisme est quand même quelque chose d'assez scandaleux, blablabla, si on veut. Bon, j'entrerai pas là-dedans, moi ça m'intéresse pas. Hein, je suis pas là pour vous dire où est le bien, où est le mal, moi je m'intéresse aux faits, c'est tout. Mais en tout cas, bon, ça devenait un peu compliqué de continuer à soutenir des thèses eugénistes. Et puis il y a eu une autre raison aussi, dont on va parler tout à l'heure, qui a fait que, à partir des années 70, la question de l'eugénisme, et donc du dysgénisme, est en quelque sorte passée à la trappe, et qu'elle est restée sous la trappe pendant plusieurs décennies. Eh bien, le but de Richard Lynn, c'est de la sortir de la trappe, de la remettre sur la table et de dire cette question existe et il faut la traiter. Et son livre est organisé comme une démonstration, non pas du fait qu'il faille aller vers l'eugénisme, ça, on peut en parler, oui, non, ça se discute, mais du fait que le dysgénisme existe. C'est pour ça que le livre ne s'appelle pas Eugenics, mais Dysgenics, c'est-à-dire que il n'est pas fait pour prôner l'eugénisme, il est fait pour dire il y a un dysgénisme qui se met en place dans l'espèce humaine. Alors, ce qui est bien dans le travail de Richard Lynn, c'est qu'il y a énormément de faits, énormément de chiffres. C'est un scientifique, c'est pas un idéologue. Même si on le verra, il a des biais, à mon avis, idéologiques, mais à la base, il essaye de faire un travail de scientifique. Et il analyse comment a fonctionné la sélection naturelle pour l'espèce humaine au fil de son histoire. Alors il explique d'abord que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, la sélection naturelle opère à travers les mâles. Parce que le nombre d'enfants dépend du nombre de femelles, donc on ne peut pas se permettre de sacrifier des femelles. Même si elles portent un patrimoine génétique médiocre, tant pis, elles vont le transmettre, mais on a besoin de leur ventre. Alors que le nombre d'enfants à naître ne dépend absolument pas du nombre de mâles. Il suffit d'un mâle pour féconder 10 ou 20 femelles. Par conséquent, c'est sur les mâles que tombe le poids de la sélection naturelle. Ils sont en quelque sorte sacrifiables au niveau quantitatif pour améliorer la qualité du patrimoine génétique. Donc il y a compétition entre eux pour les femelles, et les mâles sélectionnés sur la base de leurs aptitudes physiques, mais aussi de leur intelligence, de leur caractère, c'est-à-dire de leur capacité d'autocontrôle,
vont avoir davantage accès aux femelles que les autres. C'est comme ça que ça marche dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et en pratique, les mâles sont répartis en 3 groupes. Quelques dominants, qui ont plusieurs femmes, des mâles de statut intermédiaire, qui ont une femme, et des mâles dominés, qui n'ont pas de femme. D'où le fait que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs, ignorantes, n'est-ce pas, de la propriété, vivent dans un état de conflit permanent. Il faut lire Pierre Clastre là-dessus, c'est très intéressant, il faudra que je fasse une note de lecture sur son archéologie de la violence. Clastre, si vous voulez, c'est un type qui est allé voir vraiment comment vivaient les primitifs, et ce qu'il a vu ne ressemble pas du tout à ce que Rousseau imaginait sur la vie des primitifs, parce qu'en fait, ce que Clastre a pu voir, c'est que quand il n'y a pas de système de propriété, il n'y a rien à posséder, si vous voulez. Le conflit ne s'abolit pas entre les êtres humains et entre les groupes humains. Au contraire, il s'exacerbe parce qu'il s'exprime directement, brutalement, pour le vrai sujet de fond, qui est la possession des femelles par les mâles. Eh oui, c'est comme ça. Bon. Oui, je sais, je suis pas très politiquement correct. Là, je pense que je viens de rater mon diplôme de prêchi-prêcha politiquement correct. Bon, bah tant pis, mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est Clastre, et il est allé voir sur place. C'est comme ça que ça marche. Et effectivement, ce que les chiffres que cite Richard Lynn le montrent bien. Par exemple, il nous parle d'une étude sur les tribus San dans le Kalahari, le désert du Kalahari, en Afrique du Sud. Donc, 62% des mâles n'ont pas d'enfants, et 5% d'entre eux ont plus d'une femme. Voilà, c'est comme ça que ça marche chez les chasseurs-cueilleurs. Dans les sociétés pastorales agricoles primitives, c'est un peu la même chose, mais là, il commence à y avoir des systèmes de propriété qui servent d'intermédiaires entre les mâles et le choix des femelles. Donc là, dans ces systèmes-là, en fait, la question, c'est de savoir qui va avoir la capacité d'acheter une femme, d'acheter une épouse. Par exemple, au Kenya du Nord, dans la tribu des Rendile, je ne sais pas comment on prononce, Monsieur Lynn nous explique que 50% seulement des mâles trouvent les ressources pour s'acheter une femme. Dans les sociétés antiques, avec système de classe sociale, en fait, c'est un peu la même chose, mais de façon plus structurée. Et là, on a, nous dit Richard Lynn, plutôt un renforcement de la sélection naturelle via des systèmes de polygamie réservés aux classes supérieures. Clairement, Richard Lynn analyse les sociétés antiques extrêmement inégalitaires comme des stratégies évolutionnaires visant à garantir l'amélioration du patrimoine génétique du groupe par le fait qu'on réserve la procréation aux mâles des statuts supérieurs qui sont supposés porter le meilleur patrimoine génétique, et aussi par le fait qu'une meilleure alimentation systématique assure une plus grande fertilité également aux femmes des groupes supérieurs. Et intervient à ce moment-là, nous dit Richard Lynn, un facteur qui va fortement perturber cette stratégie évolutionnaire par la hiérarchisation sociale. Ce facteur, ça sera en Europe le christianisme. Bon, dans d'autres sociétés, ça va prendre d'autres noms, mais d'une façon générale, c'est la contestation de cet ordre extrêmement inégalitaire par ceux qui en sont victimes. Donc, le christianisme va faire, nous dit Richard Lynn, 4 choses qui sont profondément dysgéniques au fil de son histoire. D'abord, il va instaurer la monogamie, ce qui est évidemment potentiellement dysgénique, puisque ça veut dire qu'il y a plus de mâles qui ont accès aux femelles, donc on sélectionne moins sur les mâles. Mais, continue M. Lynn, ça n'a pas été aussi grave que ce qu'on pourrait croire, parce que dans les sociétés médiévales, à la Renaissance encore, il y avait la théorie, et puis il y avait la pratique, et en juger par la prolifération tous azimuts des bâtards royaux,
l'interdiction de la polygamie était très, très relative. Hein. Bon. Il y a une neutralisation d'une partie du patrimoine génétique, et malheureusement, effectivement, probablement souvent du patrimoine génétique de bonne qualité, par le célibat des prêtres. C'est clair qu'une société où on prend des individus qui a priori sont plutôt plus intelligents que la moyenne, ça se discute. Enfin, souvent, normalement, ils devaient être un peu plus intelligents que la moyenne, et on leur dit, vous ne ferez pas d'enfants. Sur le plan de la stratégie évolutionnaire, ça se discute fortement. Et puis plus tard, nous dit M. Lin, mais on en parlera après, le christianisme a rendu un bien mauvais service en prohibant le contrôle des naissances, ce qui a rendu possible la prolifération des héritages génétiques des individus ayant le plus tendance à faire des enfants à tort et à travers. Et puis ensuite, continue M. Lin, en interdisant l'avortement, ce qui est un bon moyen, continue-t-il, de renforcer la fécondité des strates inférieures de la stratification cognitive. C'est un point de vue. Voilà. Encore une fois, moi, mes chers amis catholiques qui devaient être en train de grimper au rideau, je suis désolé, hein, je ne fais que reprendre ce que dit M. Lin. Après, je vous dirai ce que j'en pense. Mais c'est pas la peine de redescendre du rideau parce que vous avez... Bref, voilà. Voilà ce que dit M. Lin. Alors, cela dit, jusqu'au XIXe siècle, toutes ces âneries égalitaires et bien pensantes, n'est-ce pas, parce que c'est ça le fond de la pensée de Richard Lin, visiblement, n'ont pas eu trop de conséquences catastrophiques en termes de dysgénisme. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, la pression naturelle se faisait sentir grâce à l'existence de la grande pauvreté. Voilà par exemple, nous dit M. Lin, l'espérance de vie à la naissance au XVIIIe siècle encore, dans deux grandes villes européennes, à Berlin et à Rouen. Vous voyez qu'à Berlin, l'espérance de vie à la naissance est de 30 ans dans les classes supérieures, de 24 ans dans les classes moyennes, de 20 ans dans les classes inférieures. Alors d'où vient cette espérance de vie différentielle? Pas tellement du fait qu'on mourait beaucoup plus vieux dans la noblesse, mais tout simplement que la mortalité infantile pesait beaucoup plus lourdement sur les pauvres. Et on trouve un peu la même chose à Rouen, sauf que là c'est pas 30, 24, 20, c'est 33, 33, 24. Apparemment à cette époque-là, on vivait mieux à Rouen qu'à Berlin, mais enfin, le sens général de la courbe est le même. On a aussi, à cette époque-là, une tendance à avoir plus d'enfants dans les classes supérieures et moyennes. Vous voyez, en Angleterre, vers 1620, je vous donne la date au milieu de la fourchette de l'étude de M. Lin, on a 4,4 enfants dans ce qu'il appelle middle class, nous on dirait classe supérieure en fait, et 2,1 dans les classes inférieures. Et en Saxe, en 1600, on a 3,4 enfants dans les classes supérieures et 1,6 dans les classes inférieures. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Dans les classes inférieures, il y a beaucoup de domestiques, et les domestiques, souvent, n'avaient pas d'enfants. Donc, c'est la thèse de M. Lin, que je vais formuler en m'amusant un petit peu, en disant, grâce à la mortalité infantile frappant les pauvres qui étaient mal nourris, ainsi que à l'impossibilité dans laquelle se trouvaient beaucoup d'entre eux de se marier du fait des conventions sociales de l'époque, eh bien, les individus les plus pauvres, donc a priori
probablement ceux qui portaient le patrimoine génétique le moins enviable, se reproduisaient moins que ceux qui portaient un patrimoine génétique plus enviable. Et donc, malgré le christianisme, malgré la monogamie, malgré la neutralisation de la fécondité du clergé, les Européens n'étaient pas frappés d'un dysgénisme massif à ces époques-là. Tout simplement parce que la misère et la pauvreté faisaient leur travail. C'est à ça que sert ce que nous appelons le mal, ce que nous appelons la souffrance. Ça sert à rééquilibrer. Et Monsieur Lynn a une formule qui est assez froide, assez brutale, mais qui est assez juste, où il dit en gros, eh c'était un monde cruel, mais c'était un monde qui assurait l'expulsion des gènes défavorables hors du pool génétique. Au XIXe siècle, effectivement, le problème vient du fait qu'avec l'élévation du niveau de vie, la grande pauvreté disparaît, et les pauvres peuvent avoir plus d'enfants que les riches. Il y a une forte élévation de l'espérance de vie à la naissance, qui est obtenue essentiellement par la chute de la mortalité infantile, qui n'a plus qu'un impact résiduel. C'est l'époque où un certain Friedrich Nietzsche attaque le christianisme de la façon qu'on connaît. On peut penser que c'est pas non plus complètement indépendant de ce qu'il observe autour de lui, et ma foi, il faut bien le dire, à assez juste titre. Une transition extrêmement néfaste pour le niveau moyen du pool génétique, de l'héritage génétique de l'humanité. Une transition qui s'effectue à cette époque-là dans les pays européens, enfin d'Europe occidentale, en 2 temps. Voilà par exemple, bon là on n'est pas en Europe occidentale, on est aux USA, mais c'est la même chose dans l'Europe occidentale avec quelques années de décalage. Voilà par exemple ce qui se passe au niveau du nombre d'enfants par femme selon le statut du mari. Donc ce sont les blancs américains en fonction de la date de naissance de la femme, et on a le nombre d'enfants par femme. Statut du mari de 1 élevé à 5 peu élevé. 1 en gros c'est les riches et 5 c'est les pauvres. 1840-45, vous voyez que qu'est-ce qui se passe? Le nombre d'enfants par femme chez les pauvres devient supérieur à ce qu'on observe dans le reste de la population. Les pauvres sont maintenant assez riches pour faire beaucoup d'enfants. Deuxième temps de la transition, 1865-1870. Donc, comme il s'agit de la date de naissance de la femme, on est à la fin du 19e siècle. Alors là, ce qui se passe, c'est que c'est pas tellement que les pauvres font plus d'enfants, c'est que les riches se mettent à en faire beaucoup moins. Alors, ils en font encore 3 par femme à l'époque, mais ils en font déjà plus que 3 par femme, contre 4,4 dans la génération précédente. Manifestement, il s'est passé quelque chose d'assez embêtant à ce moment-là. Il s'est passé en fait quelque chose
qui est un schéma récurrent qu'on va retrouver en grande partie à l'origine du problème du dysgénisme dans la société contemporaine. Là, on va faire un bond dans l'histoire, on va aller chercher des données qui remontent à 1994. Mais le mécanisme, lui, est en place progressivement depuis un siècle. On est aux USA toujours, il y a énormément de statistiques aux USA, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de statistiques américaines. On a le nombre d'années d'éducation, le quotient intellectuel moyen et le nombre d'enfants par femme. Vous voyez que les femmes qui ont 16 ans d'éducation et plus, 111 points de QI, 1,6 enfants par femme. 12 ans d'éducation, 95 points de QI, 2 enfants par femme. Moins de 11 ans d'éducation, 81 points de QI, 2,6 enfants par femme. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, la femme éduquée fait moins d'enfants que la femme non éduquée. Alors en un sens, on dit c'est bien, c'est formidable, les femmes ont appris à maîtriser leur fécondité. Oui, mais les femmes, c'est qui? Ça dépend lesquelles. Et donc on a bel et bien un mécanisme dysgénique qui est en train de s'enclencher à ce moment-là. Alors je vous passe les détails, parce que si je devais commenter tous les tableaux de chiffres présentés par Richard Lynn, la note de lecture durerait 4 heures, si vous voulez. Donc je vais essayer de rester dans un format aussi bref que possible. Je vais dire simplement que Lynn parvient progressivement à montrer, comme ça, en utilisant ce type de tableau, que nous sommes entrés dans des sociétés où on a une corrélation négative entre le nombre de frères et sœurs et le quotient intellectuel. Voilà, par exemple, en Écosse, en 1993, là vous avez le nombre de frères et sœurs, de 0 à 5 et plus, et là vous avez le QI moyen des enfants en question. Donc c'est assez simple. Sauf quand on arrive au 5 et plus, où ça remonte un peu très légèrement. Mais je pense que l'échantillon doit être très faible à ce niveau-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? En gros, plus vous avez de frères et sœurs, plus statistiquement vous avez un QI bas. Alors on dira, c'est peut-être parce que les gens qui ont beaucoup de frères et sœurs, leurs parents ont moins le temps de s'occuper d'eux, donc ils ont un QI plus faible. Non. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que le quotient intellectuel est très largement héréditaire et que dans ces conditions, on a bel et bien un phénomène de dysgénisme qui est en train de se produire. C'est vérifié, c'est confirmé. Alors, si c'est vérifié, si c'est confirmé, comment se fait-il qu'on n'en entende plus parler? Est-ce que c'est seulement parce que depuis les années 60-70, il y a un terrorisme intellectuel qui empêche de parler de ces questions-là? Eh bien, non. Non. Il y a une autre raison, qui est que ce dysgénisme a été masqué pendant un certain temps par un effet contraire très positif qu'on a appelé l'effet Flynn. En effet, au XXe siècle, le quotient intellectuel moyen a fortement progressé, en tout cas dans la plupart des pays du monde, et en tout cas dans les pays développés.
ce sont les Américains qui s'en sont rendus compte le premier, puisqu'ils ont été les premiers à mettre en place des systèmes de tests systématiques sur leur population. Et en particulier, ils se sont aperçus, pendant la Seconde Guerre mondiale, que le quotient intellectuel moyen du conscrit américain avait gagné 13 points pour le même test, pour un test identique, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors on a d'abord pensé que la cause, c'était l'école, la plus grande scolarisation, et puis on s'est rendu compte, à partir du moment où dans les années 50, on a aussi pu comparer, sur 20 ans, sur 25 ans, des tests faits sur des enfants en âge préscolaire, que là aussi on avait une évolution positive presque de la même grandeur. Donc on est arrivé en fait à la conclusion que la cause c'est vraisemblablement la nutrition. C'est ce qu'on appelle l'effet Flynn, du nom du chercheur qui l'a mis en évidence le plus nettement. Au XXe siècle, les êtres humains dans les pays développés, alors on va dire entre guillemets, sont devenus plus intelligents, bon ça on peut en discuter longtemps, disons, ont progressé en termes de quotient intellectuel assez considérablement, essentiellement parce que ils ont été mieux nourris, en particulier dans les premières années de la vie. Le QI moyen a continué à progresser très clairement jusque dans les années 70, peut-être dans les années 80, avec là quelques incertitudes suivant le type de test, les résultats commencent à être un peu plus flous. Et puis depuis le début des années 90, le QI moyen commence à rebaisser. Pourquoi? Alors il y a plusieurs interprétations possibles. Une interprétation possible, bien sûr, c'est le dysgénisme. Cela dit, il y en a d'autres. Et d'ailleurs, je pense que je vais remettre en ligne une conférence que j'ai faite il y a quelques années à Nantes et qui a été perdue depuis, où je parlais de ça. Parce que moi, je pense que cette baisse du quotient intellectuel, elle correspond sans doute en partie à un phénomène de dysgénisme, mais elle correspond aussi à d'autres choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, et ça Richard Lynn le montre bien, la question du dysgénisme va progressivement revenir à l'ordre du jour, parce que maintenant que, en quelque sorte, l'effet Flynn s'atténue, voire disparaît, le dysgénisme lié à la détérioration génétique ne va plus être masqué par l'amélioration du niveau moyen introduite par une meilleure nutrition. Alors je n'entrerai pas ensuite dans tous les détails de la thèse de Richard Lynn. En particulier, je ne vais pas m'attarder sur les longs passages qu'il consacre à la question de la corrélation entre l'appartenance à telle ou telle classe sociale et le quotient intellectuel ou la capacité d'autocontrôle des individus. D'abord, c'est pas très intéressant, honnêtement, c'est pas central dans la thèse. Et puis, je soupçonne que là, M. Lynn cherche beaucoup quand même à défendre ce qu'il faut bien appeler des préjugés de classe. Je relèverai simplement une chose qui m'a fait sourire et qui montre que sur ce plan-là, son livre n'est pas exempt de reproches, et parfois de reproches, il faut bien le dire, qui pourraient être assez cinglants. Voilà, je vais vous lire un paragraphe qui personnellement m'a fait rigoler. Un certain nombre d'études ont montré que l'éthique du travail est plus forte dans la classe moyenne que chez les travailleurs manuels. Par exemple, Abrams, en 1985, son chercheur, a amené les résultats d'une enquête sociale sur les attitudes
à partir d'un échantillon de 1231 adultes en Grande-Bretagne. Une des questions était, est-ce que vous éprouvez de la fierté du fait de votre travail? Do you take a pride in your work? La question a été répondue, ont répondu positivement 84% des gens de la classe moyenne, 78% des travailleurs qualifiés et seulement 70% des travailleurs non qualifiés. Et donc, Monsieur Lin en déduit, ah ben vous voyez, ça prouve bien que les gens des classes supérieures ont une plus grande éthique du travail. Mais attends, on parle pas du même travail, et banane. Tes mecs de la classe moyenne qui sont fiers de leur travail à 84%, est-ce qu'ils seraient toujours fiers à 84% si on leur faisait faire un boulot d'ouvrier? Bon, quand même, c'est relativement clair. Voilà, alors, ce genre de passage montre bien les préjugés de classe qui animent Richard Lin et le fait qu'une partie de son travail est polluée manifestement par des considérations à caractère idéologique. Donc ça, j'en parlerai pas, c'est pas très intéressant, ça va pas bouleverser les choses. Tout ça pour dire que je ne suis pas dupe, comment dire, non pas du discours de M. Lin, j'ai pas en être dupe, c'est un discours scientifique pour l'essentiel, mais de l'arrière-plan de ce discours. Alors cela dit, maintenant qu'est-ce que j'en pense? Je faisais cette note de lecture, vous vous en souvenez, parce que je prépare une prise de position sur le racisme anti-blanc. Alors vous allez me dire, où est le rapport entre le racisme anti-blanc et le travail de Richard Lin? Eh bien, voyez-vous, ce que je pense sur le fond, c'est que un certain racisme anti-blanc peut exister de manière consciente ou disons préconsciente comme une stratégie évolutionnaire. En 1968, on a fait une enquête sur le lien entre le QI et le nombre d'enfants par personne dans un trou du Michigan qui s'appelle Kalamazoo. Et on a trouvé ceci. QI supérieur à 120, 2,6 enfants. QI entre 95 et 104, j'ai pas mis toutes les strates parce que c'était pas la peine, mais ça confirmerait si je mettais tout. 95-104, 2 enfants par personne. 80-94, 2,4 enfants par personne. Il s'agit de gens qui sont arrivés à l'âge où, voilà, c'est des gens qui sont nés en 1916, donc en 1968 en principe, à de rares exceptions près, s'ils devaient faire des enfants, ils les ont fait. Qu'est-ce que ça montre? Eh bien, ça montre une distribution eugénique, puisqu'on voit que les QI supérieurs font plus d'enfants que la moyenne des QI moyens et des QI bas. Alors certes, les QI bas font un peu plus d'enfants que les QI moyens, mais finalement pas tant que ça. Et c'est bel et bien eugénique, c'est légèrement eugénique. Alors on va dire, mais comment ça se fait? Pourquoi à Kalamazoo, dans le Michigan, ça marche pas comme ailleurs aux États-Unis? Partout, on a des distributions dysgéniques, c'est la tendance générale, pas à Kalamazoo, dans le Michigan. Pourquoi? Alors, la raison est simple, c'est que vous savez, aux États-Unis, bon, c'est un très grand pays, et il y a des zones qui sont ethniquement très très différentes les unes des autres. Vous avez des zones aux États-Unis où il n'y a quasiment pas de Noirs, quasiment pas d'Asiatiques. Et effectivement, en 1968, à Kalamazoo, dans le Michigan, il n'y avait que des Blancs quasiment dans l'échantillon, et même pas n'importe quel Blanc, White Anglo-Saxon Protestant, uniquement. Des Blancs anglo-saxons protestants.
Et entre eux, dans leur monde blanc anglo-saxon protestant, finalement, ils avaient une distribution plutôt eugénique. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en 1995 pour les femmes de 35 à 44 ans aux États-Unis. Là, sur une enquête qui couvre à peu près tout le territoire américain. Voilà le nombre d'enfants par femme, selon qu'elles sont blanches ou noires, et selon leur QI, leur quotient intellectuel. Alors vous voyez que chez les QI élevés, 116, 130, bon, les blanches font 1,8 enfants, les noirs font 2 enfants, c'est pas très différent. Chez les QI compris entre 102 et 115, vous voyez que c'est même quasiment pareil, quoi, 1,9. Par contre, chez les QI inférieurs, vous avez 1,8 enfants chez les blanches, et vous avez 3 enfants chez les noirs. Et le dysgénisme qu'on observe aux États-Unis recoupe donc quand même en grande partie une question raciale. Il traduit une situation, en quelque sorte, où eh bien, il y a une partie de la population noire qui n'est pas en bon état, il faut bien le dire, hein, qui fait beaucoup d'enfants. Voilà. Il faut voir qu'à un certain moment, ça peut expliquer pas mal de choses aussi sur la montée des tensions raciales. Moi, j'ai remarqué une chose, hein, je veux dire, là, je me permettrai de bien prendre mon temps pour expliquer, parce que je vais choisir mes mots. Hein. J'ai remarqué une chose, c'est que bon, j'appartiens personnellement à la classe moyenne supérieure. J'ai des amis, j'ai des collègues d'origines diverses, d'origine africaine, nord-africaine, est-asiatique. Bon, les phénomènes de racisme à l'intérieur de la classe moyenne supérieure, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont inexistants, ça serait exagéré, mais ils sont extrêmement marginaux. En fait, on a plus de phénomènes d'autoracisme que de phénomènes de racisme. C'est-à-dire de temps en temps, on a des noirs complexés, ça arrive. Mais des blancs racistes ou non, ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus de racisme anti-blanc. Moi, je n'ai jamais été confronté, dans le cadre de mon travail, à l'intérieur de la classe moyenne supérieure, dans un milieu d'ingénieurs, je n'ai jamais été confronté au phénomène du racisme anti-blanc. Ça n'existe pas. Eh bien, à un certain moment, il faudra se demander quand même si derrière le racisme anti-blanc, derrière ce que nous appelons le racisme anti-blanc, il n'y a pas plutôt le heurt entre des gens qui ont une stratégie évolutionnaire tournée vers la qualité de leur descendance et des gens qui ont une stratégie évolutionnaire tournée vers la quantité de leur descendance. Et à un certain moment, vous savez, quand on va commencer à creuser sur cette question-là, on va s'apercevoir que la question raciale est souvent l'autre nom d'une question sociale, d'une question éducative, d'une question culturelle. Et que la lutte des classes, la lutte des races, eh bien tout ça, ça interagit. Alors pour l'instant, je vais pas aller plus loin dans
dans la réflexion, parce qu'on n'est pas mûr pour aller plus loin. À ce stade, je veux simplement poser la remarque, rappeler ces quelques données factuelles. Il faut savoir que ce qu'on a vu pour les États-Unis, c'est quelque chose qui peut tout à fait, mutatis mutandis, et on le sait tous, s'appliquer aussi dans d'autres sociétés, par exemple en Europe. En Europe, où, par exemple, vous prenez la France, où vous avez 1,9 enfants par femme chez les Européens. On fait beaucoup d'enfants chez les Français. Mais évidemment, chez les non-européens, c'est 2,8. Hein, vous avez la Hollande, où c'est 1,7, 2,5. La Suède, 1,5, 2,3. Il y a toujours à peu près le même différentiel. C'est assez curieux. D'ailleurs, on dirait que les non-européens étant finalement soumis probablement un peu au même contexte socio-économique, ils ajustent leur natalité aussi, mais ils partent de plus haut à chaque fois. Et on sait très bien que tout ça, ça recoupe en partie des phénomènes comme celui qu'on a vu sur les États-Unis. Voilà. Et puis où est-ce que tout ça peut nous mener? On peut s'intéresser à ce petit tableau qui est assez instructif. Voilà, pour les États-Unis, la composition par groupe racial entre 1960, la prévision en 2050, et puis le rappel du quotient intellectuel moyen par groupe. Vous voyez, les Blancs passent de 88 à 45%, ils ont en moyenne 100 points. Les Asiatiques passent de 0 à 9%, ils ont en moyenne 98 points, statistique américaine. Je pense que dans le groupe asiatique, là, vous n'avez pas que les Est-Asiatiques, sinon en fait, ils seraient légèrement au-dessus des Blancs. D'ailleurs, les Indiens, probablement, de ce dedans. Les Hispaniques passent de 0 à 30%. Et en 1960, il y a pratiquement pas d'hispaniques enregistrés aux États-Unis. En fait, il y en avait, mais la catégorie n'existait sans doute pas statistiquement. 30% en 2050, QI moyen 89. Et puis les Noirs augmentent légèrement, ils passent de 12 à 15, QI moyen 85. Voilà. Donc ça peut aussi vouloir dire quelque chose sur l'ambiance générale qui risque de se créer, sur les problèmes de ces sociétés multiraciales. Je m'arrête là sur le lien avec la question raciale. J'ai commencé à soulever le voile, mais j'attends de progresser encore un peu dans notre travail de lecture pour commencer à formuler des conclusions plus précises. Alors après, je vous avais dit quand même, à la fin, je vous dirai un peu ce que j'en pense sur le fond de ces histoires d'eugénisme, d'hygiénisme, etc. Écoutez, là ce que je vais dire maintenant, ça va pas améliorer mes relations avec mes amis catholiques, mais bon, c'est comme ça. Hein. En gros, ce que dit Richard Lynn à la fin de son bouquin, c'est que forcément, tôt ou tard, il va falloir aller vers quelque chose qui pourrait être la sélection prénatale des embryons pour contrer la détérioration génétique. Je pense qu'il a raison. Ça m'embête bien de le dire parce que ça ouvre des portes derrière lesquelles il y a toutes sortes de monstruosités potentielles, mais je pense qu'il a raison. Je pense qu'il faut comprendre à un moment que tout simplement ce qui se passe, c'est que le progrès technologique n'est pas une stratégie évolutionnaire stable. Et qu'à partir de là, on n'a que deux solutions, où on dit que l'humanité doit rester inscrite dans la nature, et il faut renoncer au progrès.
Il faut revenir à cette société cruelle, mais qui assurait le maintien du pool génétique et qui existait jadis au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Hein, une société où, brutalement, ben voilà, les pauvres meurent souvent à la naissance. Première possibilité. Ou alors on ne veut pas revenir à cette société-là, on ne veut pas revenir à la mortalité infantile comme méthode de sélection des mutations. Il faudra trouver une autre méthode. Et à ce moment-là, ça sera la sélection prénatale des embryons ou quelque chose qui ressemblera. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà pourquoi, dans mon petit bouquin intitulé La question raciale, je disais que je souhaitais l'ouverture d'un dialogue entre les modérés, entre les racialistes modérés et les antiracialistes modérés, mais d'une façon générale entre les modérés, pour construire ensemble une vision correcte de ces enjeux, ne pas surréagir, réfléchir à ce que peut être une éthique adaptée à un monde où on a sorti l'humanité de la sélection naturelle, une éthique humaine dans une humanité sortie de la nature. Comment ça se construit, comment ça se fait. Et ça, je pense que ça doit se faire par un dialogue entre les modérés, entre les gens qui refusent à la fois l'idéologie de la pureté, parce que quand vous ouvrez la porte de la sélection prénatale des embryons à des idéologues de la pureté, vous ne savez pas du tout où ils vont vous emmener, mais aussi qui exclut les fanas du métissage tous azimuts, parce que finalement, ils sont dans la même logique. Eux aussi réduisent l'être humain à quelque chose de statistique, eux aussi ont une vision unidimensionnelle, et eux aussi doivent trouver en face d'eux cette union des modérés qui empêchera les choses de devenir horribles. Voilà. Voilà à peu près ce que je pense. C'est évidemment une position assez difficile à entendre, j'imagine, pour mes amis catholiques, parce que l'Église catholique ne voit pas les choses comme ça. Mais bon, vous savez, moi, je ne suis pas catholique, hein, je n'ai jamais dit que je l'étais. Et c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. J'ai peut-être un peu bredouillé par moments, parce que je dois dire que c'est des sujets sur lesquels j'ai conscience de marcher un peu sur des œufs, si vous voulez. C'est un peu gênant de... Bon. Mais voilà, en tout cas, j'ai essayé d'être aussi clair et aussi exhaustif que possible, tout en restant dans un format raisonnable en temps. Si j'avais dû présenter tout le travail de Richard Lynn, la note de lecture faisait 4 heures. La prochaine note de lecture, ça sera une note de lecture dans le cadre de la série de notes de lecture sur Daesh. Alors ça sera un truc évidemment complètement différent. C'est un bouquin signé par un monsieur qui s'appelle Alexandre Mundell. Rien à voir avec la génétique de Mundell, c'est un hasard. Le mec s'appelle Alexandre Mundell. Et il a écrit un livre qui s'intitule « La France djihadiste ». Tout un programme. Donc là aussi, je ne suis pas dupe des arrière-plans du discours de l'auteur que je vais présenter. Cela dit, on va voir qu'il y a beaucoup d'informations dans ce livre et que ça vaut la peine d'être lu. Croyez-moi, on ne va pas s'ennuyer. Mais je pense qu'avant cette note de lecture, je vais mettre la petite conférence dont je vous parlais tout à l'heure et qui a été perdue. Ça nous fera un break et ça nous détendra. Entre les perspectives de la détérioration génétique et Daesh, on a besoin quand même de sortir un peu de l'asphyxie. Allez, à bientôt.